Les nations forgent leur propre histoire, mais elles ne le font pas dans le vide ni selon leurs seuls souhaits. Le monde arabe le sait mieux que quiconque. Situé à la jonction de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, le monde arabe a longtemps été un aimant pour les tensions géopolitiques. Ce passage terrestre et voies navigables stratégiquement précieux ont attiré les puissances impériales de toutes les directions. Un fait amplifié par la découverte de la richesse en hydrocarbures. Pourtant, au cours du XXe siècle, les sociétés arabes ont cherché à se débarrasser des influences extérieures et ont construit leur propre État. L'idée d'un super-État arabe a captivé l'imagination. S'étendant de la côte atlantique saphir du Maroc au fleuve fertile du Nil en Égypte, jusqu'aux dunes dorées du désert d'Arabie Saoudite, pour enfin atteindre le croissant fertile en Irak. Selon les mesures modernes, un super-État arabe aurait une population de 436 millions et un produit intérieur brut de 2,7 billions de dollars, se classant respectivement 3e et 7e dans le monde. Au moment de sa création au XXe siècle, de telles entreprises de construction nationale étaient facilitées par un riche patrimoine culturel commun, une langue partagée et la foi islamique. Sur ces bases, les sentiments panarabes et panislamiques ont donné lieu à de nombreuses tentatives d'union. Cependant, aucune de ces tentatives n'a réussi. Au contraire, le monde arabe est aussi divisé que jamais, avec pas moins de 22 États souverains. Alors, qu'est-ce qui a exactement mal tourné? Pourquoi n'y a-t-il pas de super-État arabe? Coup d'œil, le monde arabe apparaît comme une collection fragmentée d'États, des frontières déchiquetées, disséquant son terrain physique, tandis que les divisions ethno-religieuses et sectaires amplifient ces lignes de failles géographiques. Mais cette apparence fragmentée trahit l'histoire de la région. En vérité, le monde arabe a connu autant de calme que de tumulte. Les premières conquêtes islamiques signifiaient qu'au milieu du 7e siècle, le califat omeyyade gouvernait un empire s'étendant du Portugal au Pakistan. L'acquisition rapide du territoire de Byzance signifiait que de grandes communautés juives et chrétiennes étaient absorbées dans le califat. La dynastie des Abbassides, qui a rapidement renversé les Omeyyades, a maintenu des politiques de tolérance. Selon la loi islamique, les non-musulmans étaient soumis à des taxes spéciales, mais bénéficièrent également d'avantages spéciaux. Au sein de cette structure, les sociétés pouvaient généralement suivre leurs propres croyances et coutumes. L'héritage des Omeyyades et des Abbassides a aidé à fournir un cadre dans lequel une culture intellectuelle dynamique a pris racine. Bagdad, Damas et le Caire sont devenus des foyers intellectuels, générant des avancées en philosophie, théologie, culture, sciences et droit. Pendant ce temps, la préservation des classiques grecs en arabe a permis une retransmission ultérieure au canon occidental, contribuant à donner de l'élan à la Renaissance européenne. L'âge d'or arabe a principalement établi un patrimoine culturel commun que de nombreux dirigeants régionaux ont depuis cherché à exploiter. Cependant, pendant des siècles, les ambitions nationales ont été étouffées. L'hégémonie ottomane sur la patrie arabe à partir du XVIe siècle signifiait que les sociétés arabes étaient soumises à la règle turque. Le traitement des Arabes variait au fil du temps, parfois répressif, souvent laissé faire. Au tournant du XVIIIe siècle, le déclin du pouvoir ottoman a ouvert la voie à l'influence française et britannique au Moyen-Orient. La promotion des missions et des écoles chrétiennes au Liban, en Mésopotamie et au Levant a aidé à transmettre les idées européennes dans le monde arabe, y compris les concepts novateurs de laïcité et de nationalisme. En même temps, la communauté musulmane arabe a connu sa propre transformation. La décadence ottomane avait soulevé la question nationale pour les sociétés subordonnées. Ces sentiments ont pris forme autour de mouvements tels que les réformateurs de Nada, qui ont associé la solidarité islamique au concept européen d'un État-nation. En peu de temps, ces idées se sont répandues au Levant et en Arabie. Et le succès des nationalistes slaves dans les Balkans, écartant les Ottomans, n'a fait que renforcer la crédibilité de leur cause. Bien que les clans arabes aient recherché l'indépendance en rejoignant l'alliance anglo-française lors de la Première Guerre mondiale, leurs espoirs ont été anéantis lorsque Paris et Londres ont partagé la patrie arabe entre eux. Le sentiment anti-occidental s'est intensifié et a été amplifié par le soutien britannique aux colons juifs en Palestine. Ainsi, une nouvelle philosophie,
qui préservait la cohésion et accommodait la diversité arabe, était nécessaire pour se protéger contre l'impérialisme. À cet égard, les anciennes conquêtes arabes ont fourni une référence idéologique. Un super-État arabe s'étendant du Maroc à l'Irak exploiterait la géographie stratégique de la région, le capital humain et les ressources naturelles. Après la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation a fourni une toile vierge sur laquelle des unions panarabes pourraient être réalisées. La première idée pour une unité arabe était de former un nouvel État. Le nouvel État arabe était l'union du croissant fertile entre les royaumes hachémites d'Irak et de Jordanie, ainsi que la Syrie et la Palestine. En apparence, le plan avait une certaine validité. Le croissant fertile, s'étendant le long des rivières Tigre et Euphrate, conférait à la région une apparence de cohésion géographique. Cependant, les principaux obstacles étaient d'ordre politique. La création d'un État juif en Palestine a exclu la possibilité d'une mise en œuvre complète. Une décennie plus tard, les aspirations panarabes ont été ravivées par la République arabe unie de Gamal Abdel Nasser. Après que le Caire ait forcé la Royaume-Uni, la France et Israël à battre en retraite de manière humiliante en 1956. Suite à la crise de Suez, d'autres nations arabes ont considéré l'Égypte comme un leader et ont cherché à s'unir avec elle. En Syrie, par exemple, le parti Baath s'est placé sous le contrôle du Caire. Et avec le consentement des deux populations, l'Égypte et la Syrie se sont unifiées en 1958. Ils ont été rapidement rejoints dans une confédération par la monarchie du Yémen du Nord, qui voulait utiliser le pouvoir égyptien pour équilibrer l'influence de l'Arabie saoudite. En peu de temps, cette alliance, réformée en tant qu'Émirats arabes unis, semblait sur le point de devenir une puissance régionale. L'Irak et la Jordanie ont réagi avec force. En formant leur propre union, connue sous le nom de Fédération arabe, le nouvel État visait à protéger les monarchies hachémites du nassérisme. Cependant, l'union s'est effondrée après 6 mois lorsque des officiers militaires pro-Nasser ont organisé un coup d'État à Bagdad. L'Irak et la Jordanie ont alors ouvertement envisagé de rejoindre les Émirats arabes unis, dirigés par l'Égypte. Et pourtant, tant la République arabe unie que les Émirats arabes unis étaient des mariages de convenance. Et lorsque les baathistes syriens se sont frustrés de leur rôle secondaire, ils ont repris le contrôle de Nasser lors du coup d'État de 1961. Le Yémen du Nord a rapidement suivi l'exemple, pour se retrouver peu après embourbé dans une longue guerre civile. Le sentiment panarabe s'est apaisé jusqu'aux années 1970, lorsque Mouammar Kadhafi a proposé une union des républiques arabes, composée de la Libye, de l'Égypte et de la Syrie. Bien qu'elle ait été créée en 1972, son existence n'était que nominale. Les différences entre Kadhafi et le président égyptien Sadat ont empêché une intégration complète. Et lorsque la Syrie et l'Égypte ont attaqué Israël en 1973, sans consulter la Libye, les relations sont devenues encore plus tendues. Et ainsi, la dissolution officielle de la fédération en 1977 n'est guère venue comme une surprise. La faiblesse de l'Union des républiques arabes signifiait qu'elle devait également faire face à la proposition faite par Saddam Hussein. En ravivant l'union du croissant fertile, Saddam cherchait à unifier avec les baathistes, la Syrie, l'Irak et l'Égypte. Nommée l'Union des républiques arabes, Saddam avait l'intention d'encercler la Jordanie et d'utiliser la Palestine comme un levier contre Israël et la Jordanie. Mais cette fois-ci, les différends entre Bagdad et Damas ont conduit à l'échec du projet. Kadhafi, quant à lui, a tenté une autre union, cette fois avec la Tunisie. Connu sous le nom de République arabe islamique, le modeste projet de Kadhafi visait à déclencher une intégration arabe pas à pas. Mais l'arrangement était ambigu, et cela a rapidement conduit la Tunisie à revenir sur ses engagements. L'existence de la République arabe islamique n'a pas dépassé sa simple formalité administrative. 50 années d'expérimentation pour l'unité arabe n'ont produit qu'une constante, l'échec à chaque tournant. Et pourtant, peu de forces politiques sont aussi puissantes que le sentiment de gloire perdue, et le monde arabe en est abondamment pourvu. Cependant, le sentiment pannational peine face aux réalités géographiques difficiles, et bien qu'il soit facile d'attribuer les échecs du panarabisme à la culture ou à la personnalité, ces facteurs sont généralement de simples manifestations des paysages géopolitiques. Les vastes déserts du monde arabe et les terres arables rares créent des barrières territoriales. Les seules exceptions étant la Libye du Nord mentionnée précédemment,
le croissant fertile, la côte berbère et le Nil. Au-delà de ces zones isolées, les centres démographiques sont rares et éloignés, avec d'importantes distances entre eux. La géographie n'est pas favorable au monde arabe. Des facteurs historiques ont également entravé l'unité arabe. La colonisation européenne a conduit à des partitions territoriales déchiquetées et inégales. L'extraction des ressources a également signifié que les propriétés géoéconomiques de la région se sont développées pour être orientées vers l'extérieur. Même aujourd'hui, le commerce au sein du monde arabe n'est pas presque aussi important que le commerce avec le monde extérieur. La répartition inégale du pouvoir politique et du poids économique a empêché l'intégration de la sphère arabe en une fédération cohésive. Le résultat final est que les nations arabes se sont tournées vers l'influence géopolitique et le patronage étranger. La guerre froide a renforcé cette tendance. Après la guerre arabo-israélienne de 1973, l'Égypte a cherché une paix distincte avec Israël sous la supervision des États-Unis. Cela a réorienté le Caire vers Washington et a sapé la solidarité arabe, affaiblissant ainsi les perspectives d'unification. L'islam politique a alors comblé le vide laissé par les lacunes du panarabisme. Et comme le récit interne du nationalisme panarabe s'inspirait largement des réalisations islamiques, l'islamisme pouvait revendiquer une légitimité culturelle plus solide. La guerre arabo-israélienne a marqué un tournant pour la communauté arabo-islamique. Dans les décennies qui ont suivi, un nouvel accent sur la religion a apporté un renouveau du sectarisme, commençant par la révolution chiite de 1979 en Iran. L'émergence d'une théocratie persane a modifié les dynamiques de pouvoir régional. Des groupes comme le Hezbollah ont gagné du terrain en s'opposant à Israël et en fournissant des services sociaux précieux à la minorité chiite du Liban. Plus tard encore, l'influence du soft power de l'Iran s'est renforcée lorsque Washington a renversé le régime de Saddam en 2003, permettant à l'Iran d'exercer une influence sur le nouveau gouvernement chiite de l'Irak. Pour ne pas être en reste, l'Arabie saoudite a lancé sa propre initiative de soft power. À partir des années 1980, Riyad a accueilli des écoles et des institutions culturelles salafistes et wahhabites à travers le monde musulman. Inondés de pétrodollars, au cours des 30 années suivantes, les Saoudiens ont dépensé plus de 75 milliards de dollars dans ces efforts, constituant peut-être la campagne de propagande la mieux financée de l'histoire. Cela a propagé le radicalisme sunnite à travers le monde musulman, de l'Algérie à l'Indonésie. Et les conflits transfrontaliers et déplacements de communautés qui en ont résulté n'ont fait qu'augmenter les frictions entre les pays arabes. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'unification a été un thème de construction nationale dans l'imagination culturelle du monde arabe. Mais la feuille de route vers cet objectif forme la base à la fois du conflit et de la coopération. Et bien que toutes les tentatives jusqu'à présent aient échoué, l'idée d'un super-État arabe a laissé ses empreintes sur de nombreux mouvements divergents, des nationalistes aux panarabistes en passant par les islamistes. Même l'État islamique en Irak et au Levant, qui cherchait à construire un nouveau califat sans tenir compte des frontières nationales, a puisé son inspiration dans les conquêtes arabes antérieures. Il est clair que les groupes fondamentalistes ont une interprétation perverse de l'idéal panarabe, mais qui continue néanmoins de façonner la politique du Moyen-Orient. En somme, l'idée d'un super-État arabe résonne avec un passé glorieux et offre une vision pour l'avenir. Mais compte tenu des obstacles géographiques et politiques, il est probable que cela perdurera de cette manière. Les Arabes ont commencé la quête de leur patrie en tant que nation sans État. Mais après des échecs continus et 22 pays souverains plus tard, les Arabes sont devenus des États sans nation. J'ai été votre hôte, Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez cette vidéo, veuillez laisser un like, commenter et vous abonner. Merci d'avoir regardé et Saol. Sous-titres par la communauté amara.org.